Nous n'avons pas besoin de vieux comme vous pour nous ralentir, dit-il, rejetant ses cheveux en arrière, comme si me licencier n'était rien. Je m'appelle Walter Grayson. J'ai 59 ans et pendant 18 ans, j'ai été le responsable des opérations chez Sterling Machinery à Indianapolis, Indiana. Je n'étais pas du genre à faire des discours ou à chercher les projecteurs dans les réunions, juste la main ferme qui faisait tourner les engrenages d'une entreprise qui fournissait des équipements industriels à la moitié des usines du Midwest. Ethan Sterling pensait qu'il modernisait l'entreprise. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Je lui ai adressé un sourire ironique, hoché la tête une fois et quitté son bureau. Pas de dispute, pas de menace, pas de drame. J'ai vidé mon bureau méthodiquement pendant que les jeunes employés évitaient mon regard. Certains, je les avais embauchés adolescents. Ils étaient maintenant des adultes avec des familles. Je les avais tous formés. Personne n'a dit un mot alors que j'emballais près de 2 décennies de ma vie dans une boîte en carton. Henry Sterling avait bâti cette entreprise de toutes pièces il y a 43 ans. Parti d'un seul tour dans son garage, il en avait fait une entreprise de 35 millions de dollars grâce à une détermination sans faille et une réputation pour des machines fiables. Il m'avait choisi personnellement pour gérer les opérations lorsque sa santé a commencé à décliner. « Tu es le seul en qui j'ai confiance pour garder les choses solides », m'avait-il dit. Maintenant, son fils Ethan, 28 ans, avec un diplôme en commerce flambant neuf et quelques années à Miami, avait décidé que l'entreprise avait besoin d'une refonte moderne et de nouvelles perspectives, un code pour se débarrasser de quiconque savait comment les choses fonctionnaient avant que les algorithmes ne remplacent l'instinct. En portant cette misérable boîte d'objets personnels jusqu'à mon camion, un étrange calme m'a envahi. Parce que ce qu'Ethan ignorait, ce qu'il n'avait même pas pris la peine de vérifier, c'était que mon contrat de travail contenait une clause spécifique. Une clause qu'Henry avait insisté pour inclure afin d'empêcher les concurrents de me débaucher. Une pénalité de licenciement équivalent à 2 années complètes de salaire si j'étais licencié sans motif valable. J'ai posé la boîte sur le siège passager. Je me suis assis un moment, les mains sur le volant. À travers le pare-brise, je voyais l'atelier de production, les équipements que j'avais entretenus, les systèmes que j'avais mis en place, les gens que j'avais embauchés, tous sur le point de découvrir ce qui se passe quand la connaissance institutionnelle disparaît. Je n'ai pas claqué la porte ni démarré en trombe. J'ai tourné la clé, passé en première et rentré chez moi pour appeler Leonard Carter, un ami avocat impatient de s'attaquer à une affaire corporative aussi claire que celle-ci. Si vous aimez les histoires de trahison et de triomphe de l'expérience réelle sur l'arrogance, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Nous partageons des histoires inédites chaque jour sur des gens qui refusent d'être écartés. Je n'ai jamais été du genre tape à l'œil. Marié pendant 29 ans à ma femme Hélène, avant que le cancer ne l'emporte il y a 4 ans. Nous avons élevé 2 enfants, tous 2 réussissant bien. Un fils à Seattle dans une entreprise technologique, une fille enseignant en 4e année à Columbus. Ma vie était bâtie sur la constance et la fiabilité, la même approche que j'apportais à Sterling Machinery. Henry Sterling était plus qu'un patron. À bien des égards, il était la figure paternelle que je n'avais jamais eue, mon propre père ayant disparu quand j'avais 12 ans, laissant ma mère élever 3 garçons avec un salaire de commis. Henry m'avait donné ma chance à 41 ans, après un licenciement d'une usine en difficulté, armé uniquement d'une expérience pratique et d'un diplôme d'ingénierie mécanique d'un collège communautaire. Les diplômes ne construisent pas les machines, avait dit Henry lors de mon entretien. Ce sont les gens avec du cran et du savoir-faire qui le font. Il m'a nommé responsable des opérations en 2 ans. Nous n'allions pas pêcher ensemble, ni boire des bières après le travail. Mais il y avait un respect mutuel qui allait au-delà du boulot. Quand Hélène est tombée malade, Henry a ajusté mon emploi du temps sans que je le demande, s'assurant que je puisse l'emmener à chaque rendez-vous. La famille d'abord, Walter toujours. Le premier signal d'alarme est apparu il y a 1 an quand Ethan a commencé à assister aux réunions. Tout juste sorti de l'école de commerce, tenant un élégant portfolio et sentant un parfum coûteux, il lançait des termes comme synergie et disruption. Je surprenais Henry à grimacer face à ses idées, des propositions qui auraient démantelé nos normes de qualité
ou externaliser des pièces que nous fabriquions toujours en interne. Mais Henry ne le contredisait jamais publiquement, corrigeant simplement les choses en silence après. « Il doit apprendre », m'avait dit Henry un après-midi, appuyé contre le cadre de ma porte de bureau. Certaines leçons ne viennent pas des livres. Le deuxième avertissement fut l'annonce de la retraite de Henry il y a 3 mois. Problème cardiaque, avait-il dit, bien que je soupçonnais que la pression d'Ethan y était pour quelque chose. Il semblait abattu lorsqu'il m'a remis le nouvel organigramme avec le nom d'Ethan en « Ah !» Je lui ai fait promettre de garder l'équipe centrale, avait-il dit, évitant mon regard. Votre expérience est ce qui fait fonctionner cet endroit. J'ai hoché la tête, mais mon instinct s'est crispé. L'incapacité de Henry à me regarder dans les yeux me disait qu'il savait quelque chose de grave, mais qu'il ne pouvait pas le dire. Le lendemain de mon licenciement, j'étais à ma table de cuisine, examinant mon contrat avec Léonard, quand mon téléphone a sonné. Le nom de Henry s'affichait à l'écran. J'ai failli ne pas répondre, mais 18 ans de respect ne s'effacent pas en une nuit. « Walter, dit-il, la voix tendue, que s'est-il passé ? Demande à ton fils. » Répondis-je, gardant un ton neutre. Juste les faits. Je l'ai fait. Il a dit que tu résistais à la nouvelle vision, que tu sapais son autorité auprès des équipes de production. Je laissai le silence s'installer. Henry me connaissait mieux que ça, savait que je ne saperais jamais personne. « Tu vas porter plainte, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « C'est déjà fait. Léonard Carter s'en occupe. » Henry soupira lourdement. Je lui ai dit de vérifier les contrats. Je lui ai dit avant de me retirer qu'il y avait des protections en place. Une pause. Il a dit qu'il avait fait le ménage hier. Toi, Sarah Coleman, tous ceux de plus de 50 ans. Ma mâchoire se serra. Sarah était notre responsable d'ingénierie depuis 12 ans. Coleman gérait le contrôle qualité comme si c'était son royaume personnel. Toutes deux irremplaçables voient leur manière. C'est la vision que tu voulais, Henry ? Éliminer tous ceux qui ont bâti cet endroit avec toi. Tu sais que non, dit-il, la voix lasse. Mais je lui ai donné le contrôle. C'est à lui de diriger maintenant. J'entendis des voix en arrière-plan, l'une d'elles clairement celle d'Ethan, aiguë et insistante. « Je dois y aller », dit Henry rapidement, et l'appel se termina. Je regardai le contrat étalé sur la table. Section 12, paragraphe 3. En cas de licenciement sans motif documenté tel que défini dans l'annexe C, l'employé aura droit à une indemnité de licenciement équivalent à 24 mois de salaire actuel. Léonard l'avait surligné en jaune. « C'est inattaquable », avait-il dit. « Il paie, ou on va au tribunal, on gagne, et il paie aussi mes honoraires. » Je me dirigeais vers la fenêtre donnant sur mon jardin. Le chêne qu'Hélène et moi avions planté il y a 26 ans, lorsque nous avions acheté la maison, dominait maintenant la propriété. Nous l'avions soigné à travers les tempêtes et une maladie qui avait failli le tuer. Nous l'avions réparé, soutenu, lui avions donné ce dont il avait besoin pour prospérer. Quelque chose changea en moi. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de valeur, de reconnaissance de ce que l'expérience apporte, de respect pour les fondations construites par d'autres avant que vous ne décidiez de rénover. J'appelais Sarah, puis Coleman. À midi, j'avais parlé à tous les employés vétérans qu'Ethan avait licenciés. Certains étaient abasourdis, d'autres furieux, tous inquiets pour leur avenir. « Respirez », leur dis-je. « Vérifiez vos contrats. Appelez Léonard. » Puis je fis un dernier appel à Paul Whitaker, propriétaire de composants de précision de l'autre côté de la ville, qui essayait de me recruter depuis des années. « Toujours intéressé par cette discussion ?» demandai-je. 3 jours après mon licenciement, j'étais assis face à Ethan et l'avocat d'entreprise de Sterling Machinery dans un bureau du centre-ville. Léonard Carter à mes côtés, son vieux porte-document ouvert, mon contrat bien en évidence. « C'est absurde », dit Ethan, sans même regarder le document. « Nous traçons une nouvelle voie. C'est une raison suffisante. » Léonard, 67 ans, avec le calme d'un homme qui avait vu toutes les ruses corporatives, pointa la clause surlignée. Un licenciement sans motif, tel que défini dans l'annexe C, exige une indemnité équivalent à 24 mois de salaire, environ 340 000 $ dans le cas de M. Grayson. L'avocat de l'entreprise, un jeune nommé Marcus, tout juste sorti de l'école de droit, examina le contrat avec une gêne visible. « Monsieur Sterling,
La définition de motif ici est spécifique. Problème de performance, violation éthique, acte criminel. Il résistait au changement, interrompit Ethan, bras croisés. C'est de l'insubordination. Où est l'arrest, où est la documentation ? Demanda Léonard. Avertissement écrit ? Plan d'amélioration des performances ? L'annexe C exige un schéma documenté, pas un incident isolé. Marcus feuilleta un dossier mince, ne trouvant rien. Le visage d'Ethan se crispa. D'accord, lâcha-t-il. On lui paie quelques mois d'indemnité et on passe à autre chose. 24 mois, corrigea Léonard. Comme stipulé. C'est scandaleux, rétorqua Ethan. On propose 6 mois, à prendre ou à laisser. Je restai silencieux, l'observant. À ce moment, il me rappelait Henry, la même mâchoire obstinée. Mais l'entêtement de Henry visait à construire quelque chose de durable. Ethan semblait décidé à tout démanteler. Léonard ferma son porte-documents. Alors, nous engagerons une action en justice. La découverte des preuves sera instructive, surtout concernant le licenciement massif d'employés de plus de 50 ans. Les yeux de Marcus s'élargirent légèrement. Il se pencha vers Ethan, murmurant quelque chose d'urgent. Ethan le repoussa. Avant de menacer, dit Ethan en m'ignorant Léonard, nous sommes prêts à nous battre. Vous serez coincé au tribunal pendant des années. Je parlais enfin. J'ai le temps. Et nous ferons en sorte que toute l'industrie sache que vous êtes difficile, ajouta Ethan. Bonne chance pour trouver un autre poste à votre âge. C'est alors que Henry apparut dans l'embrasure. Je ne l'avais pas vu depuis sa fête de départ à la retraite. Il semblait plus frêle, plus pâle, mais ses yeux étaient toujours vifs. « Ethan, dit-il doucement, un mot. On est en pleine discussion, papa. » Maintenant. Ce n'était pas une requête. Ils sortirent. À travers la paroi vitrée, je les vis discuter. Henry gesticulant fermement, Ethan devenant défensif. Quand ils revinrent, Ethan évita mon regard. « Marcus, dit Henry, préparez l'accord d'indemnité tel qu'écrit. »« Papa » commença Ethan. « Pas maintenant. » Henry se tourna vers moi. « Je suis désolé, Walter. Ce n'est pas ainsi que je voulais que ça se termine. » J'hochai la tête une fois. Rien de plus n'avait besoin d'être dit. Alors que Léonard et moi nous levions pour partir, Ethan me barra le chemin. « Ce n'est pas fini. Je vais revoir tous les contrats avec les fournisseurs. Toute entreprise qui vous embauche peut oublier de faire affaire avec Sterling. » Henry blêmit, mais resta silencieux. J'hochai la tête à nouveau, pensant à ma conversation avec Paul Whitaker, à l'offre de partenariat qu'il avait faite, au marché de niche que Sterling avait ignoré et que Composants de Précision était prêt à exploiter. « Tu as raison sur une chose, lui dis-je. Ce n'est pas fini. » Mais ce que Walter n'attendait pas, c'était jusqu'où Ethan était déjà allé avec ses plans. L'indemnité arriva sur mon compte une semaine plus tard. 340 000 $ moins les taxes, plus d'argent que je n'avais jamais vu d'un coup. J'aurais dû me sentir triomphant. Au lieu de cela, je me sentais vide. L'argent n'était pas le but, pas plus que la vengeance. C'était quelque chose de plus profond. Cet après-midi-là, je rencontrai Sarah Baldwin, notre ancienne responsable d'ingénierie, dans un dîner à mi-chemin entre nos maisons. L'endroit était calme à 15 heures, juste quelques camionneurs au comptoir et nous dans un box à l'arrière. « Léonard m'a obtenu 1 an d'indemnité, » dit-elle, remuant son café sans le boire. « Pas aussi bon que ton accord, mais mieux que rien. Ils veulent que je signe un accord de confidentialité cependant. » Sarah hocha la tête. « Je ne peux pas discuter des processus propriétaires ou des pratiques commerciales pendant 5 ans. » Elle eut un rire amer. 40 ans en ingénierie, et maintenant je ne peux pas parler de mon propre travail. Tu vas signer ? Pas beaucoup de choix. J'ai un petit-fils qui entre à l'université l'année prochaine. Je fis glisser une carte de visite sur la table. Paul Whitaker, Composants de Précision. Il cherche quelqu'un comme toi. Sarah examina la carte. Sterling me poursuivrait si j'acceptais. Pas si tu conseilles sur les normes générales de l'industrie. Rien de propriétaire là-dedans. Elle glissa la carte dans sa poche lentement. Qu'est-ce qui se passe, Walter ? Ce n'est pas ton genre de remuer les choses. Je n'avais parlé à personne de mon accord avec Paul, mais Sarah méritait de savoir. Nous avions travaillé ensemble pendant plus d'1 décennie. Je m'associe avec précision, dis-je doucement.
Paul me fait venir pour diriger une nouvelle division. Composants hydrauliques personnalisés, le travail en petite série à forte marge qu'Ethan juge inutile. Les sourcils de Sarah se haussèrent. Le travail sur mesure. Henry disait toujours que c'était l'avenir de Sterling. Ethan le tue pour courir après la production de masse, pensant qu'il peut concurrencer les fabricants étrangers sur le prix. Il ne peut pas, dit Sarah catégoriquement. Pas avec nos coûts de main-d'œuvre. Je sais, et Henry aussi. Sarah se pencha en avant. Tu penses que Henry est impliqué d'une manière ou d'une autre ? Je secouai la tête. Non, mais j'ai déjeuné avec Coleman hier. Elle a dit qu'Ethan liquidait des équipements, les machines spécialisées que Henry a achetées l'année dernière pour le travail sur mesure. Il en a vendu la moitié. C'est plus de 2,5 millions de dollars en équipement, dit Sarah, les yeux écarquillés. On a des prix d'enchères, il a probablement obtenu 25 centimes par dollar. Sarah se recula, la prise de conscience se dessinant. Il démantèle l'entreprise, transforme les actifs en liquidités. J'hochai la tête. Devine qui achète des propriétés à Miami ? Mon Dieu ! Sarah passa une main sur son visage. Henry est-il au courant ? Je ne pense pas. Il a construit cette entreprise pour un héritage, pas pour une liquidation. Nous restâmes silencieux, réalisant ce que cela signifiait. Pas seulement pour nous, mais pour les 120 employés encore chez Sterling, pour l'œuvre de vie de Henry. « Que vas-tu faire ?» demanda Sarah. « Construire quelque chose de mieux, dis-je, quelque chose qui honore le passé et l'avenir. Avec Paul Whitaker ?» Sarah semblait sceptique. Paul n'est qu'un investisseur. Il est à 2 ans de la retraite. Il veut soutenir des gens qui connaissent le métier, puis se retirer. Et laisse-moi deviner, tu as besoin d'un ingénieur qui maîtrise l'hydraulique ? Je souris, mon premier depuis des semaines. Le poste est à toi si tu le veux. Une fois que ton accord de confidentialité est limité aux informations réellement propriétaires, pas au savoir général. Sarah m'observa. Ce n'est pas juste du business pour toi, n'est-ce pas ? C'est personnel. C'est une question de valeur, dis-je. Construire quelque chose qui dure. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. 2 mois après mon licenciement, j'étais dans le bureau de Paul Whitaker, examinant les plans d'une nouvelle installation. L'entrepôt reconverti du côté est d'Indianapolis abriterait Cornerstone Precision, notre nouvelle entreprise spécialisée dans les composants hydrauliques personnalisés. Le nom était une idée de Sarah. Construisez à partir des coins, avait-elle dit. C'est comme ça qu'on fait quelque chose qui dure. Paul, un homme robuste avec une barbe blanche et des manches de toujours retroussées, étala les contrats des fournisseurs sur son bureau. Les ateliers d'usinage sont confirmés, dit-il. Ils livreront les 6 premières unités le mois prochain. Le programmeur CNC commence lundi. Paul me lança un regard entendu. Ancien employé de Sterling. Il a dit que tu l'avais recommandé. J'hochai la tête. Miguel Torres était chez Sterling depuis 6 ans. Un virtuose des modèles informatiques, honteusement sous-payé. Ethan avait réduit le budget de son département de 35%, tout en doublant son propre salaire. Miguel avait démissionné il y a 2 semaines. « Combien maintenant ?» demanda Paul. « 8, répondis-je, tous des talents de premier plan. Paul siffla doucement. Sterling perd du talent rapidement. Les gens suivent un bon leadership, dis-je. Ethan n'en fournit pas. Mon téléphone vibra, un message de Coleman, toujours au laboratoire de Sterling, mais me fournissant des informations. Avec sa retraite dans 3 ans, elle ne pouvait pas se permettre de partir, mais elle pouvait garder les yeux ouverts. Le message contenait une photo d'un mémo interne. Retard de production, problème de qualité, 4 gros clients menaçant de résilier leur contrat pour des délais non respectés. Je montrai le message à Paul, qui ajusta ses lunettes de lecture. « Comme prévu, dit-il, la fuite des cerveaux affecte déjà la production. » Je rangeai mon téléphone, sans joie face à la nouvelle. Sterling employait des familles que je connaissais depuis des années, des gens avec des hypothèques, des enfants à l'université, des parents en maison de retraite. Leur souffrance n'était pas mon but. On devrait contacter Industries du Midwest, dis-je, faisant référence à l'un des plus gros clients de Sterling. Leur faire savoir qu'on sera opérationnel dans 60 jours. Paul hocha la tête, prenant note.
Réunion prévue la semaine prochaine. Leur responsable des achats est impatient de discuter. Je me levais et regardais par la fenêtre l'atelier en contrebas. Les ouvriers installaient les premiers équipements. L'ossature de quelque chose de nouveau, bâti sur le respect de l'expérience et de l'innovation. Mon téléphone sonna, le nom de Henry Sterling à l'écran. « Je dois prendre cet appel », dis-je à Paul, qui hocha la tête et sortit, fermant la porte. « Henry. »« Walter, dit-il, la voix lourde, vaincue. « Il faut qu'on parle. »« Je t'écoute. » Un soupir profond. « Je sais ce que tu fais. La nouvelle entreprise. Les employés de Sterling que tu recrutes. » Je ne dis rien. Ce n'était ni illégal, ni même contraire à l'éthique, juste du business. « Je ne te demande pas d'arrêter, » continua Henry. « Je te demande ton aide. » Cela me prit par surprise. Quel genre d'aide ? Le genre qui pourrait sauver ce qui reste de mon entreprise. Une pause. Ethan vend des actifs, prend des raccourcis sur la qualité. Le conseil est inquiet. Moi aussi. Pourquoi me dire ça ? Tu es le seul à connaître chaque détail de l'opération. Le seul qui pourrait voir un chemin à suivre. Une autre pause. Et j'aurais dû t'écouter quand tu m'as averti qu'il n'était pas prêt. Je fermai les yeux, repensant aux années à travailler aux côtés de Henry, à construire quelque chose dont nous étions tous deux fiers. Quelque chose qui soutenait des centaines de personnes qui nous faisaient confiance. Que demandes-tu exactement, Henry ? Viens chez moi ce soir, 7 heures. Amène Sarah si elle veut. Le conseil veut se réunir, discuter des options. Des options ? Oui. La voix de Henry gagna une touche de force, y compris un changement de direction. Je regardais l'atelier en contrebas, notre petite entreprise en croissance, l'avenir que je construisais à partir des cendres de la trahison. Je serai là, dis-je, mais je ne promets rien. C'est juste, dit-il, le soulagement évident. Et Walter, merci de prendre encore mes appels. C'est là que tout changea vraiment. 6 mois après mon licenciement, je me tenais au fond de la salle de conférence principale de Sterling Machinery. La réunion générale trimestrielle venait de commencer. Ethan à la tête, flanqué de son nouvel exécutif. La plupart ayant moins de 35 ans, tous paraissant nerveux. Je n'étais pas censé parler avant la fin, selon l'accord du conseil. Laissez Ethan présenter ses résultats trimestriels d'abord. Expliquer la chute de 35% des revenus, les contrats perdus, les échecs de qualité. Il était à mi-chemin d'une présentation blâmant les conditions du marché et les inefficacités héritées lorsqu'il me repéra. Que fait-il ici ? Exigea-t-il, me pointant du doigt. Henry, assis en silence parmi les membres du conseil, fit un signe au président, qui se leva. « Ethan, » dit le président, « le conseil a décidé de la direction de l'entreprise. » Le visage d'Ethan pâlit. « Vous ne pouvez pas être sérieux. »« Walter, » dit le président, se tournant vers moi, « voulez-vous expliquer le nouvel arrangement ?» J'avançai, tenant un dossier, le même que Léonard avait préparé pour mon indemnité, maintenant avec un contenu différent. Sterling Machinery fusionne avec Cornerstone Precision, dis-je, la voix ferme. Le conseil a approuvé l'acquisition ce matin. Ethan rit sèchement. C'est absurde. Je suis l'actionnaire majoritaire. Non, dit Henry, se levant lentement. Tu détiens 20%. J'en ai 51%, que j'ai voté pour la fusion. Je fis glisser le dossier vers lui. Cornerstone absorbera la division hydraulique personnalisée de Sterling. Le reste continuera sous une nouvelle direction. Ma direction, dit Sarah, entrant depuis la porte. Ethan feuilleta les documents, les mains tremblantes. C'est du business. Dis-je, rien de personnel. 1 an après la fusion, je me tenais dans l'installation de production élargie, abritant Cornerstone Precision et hydraulique personnalisée de Sterling. Les travailleurs se déplaçaient avec fluidité entre les stations. Le bourdonnement des machines formant une symphonie de productivité qui m'avait manqué. Henry me rejoignit sur la plateforme d'observation, s'appuyant sur sa canne. Sa santé ne s'était pas améliorée, mais son esprit oui. Voir l'entreprise prospérer à nouveau était son meilleur remède. Les chiffres trimestriels sont arrivés, dit-il, me tendant un rapport. Les meilleurs en 6 ans. Je hochai la tête, parcourant les chiffres. Marge bénéficiaire en hausse, rétention des employés stabilisée, 4 nouvelles patentes déposées.
Ethan a appelé hier, dit Henry doucement. Depuis Miami. Je haussai un sourcil, mais restai silencieux. Après la fusion, il avait pris son accord et disparu. Pas d'adieu, pas d'excuses. Il lance une firme de conseil, continua Henry. Il a demandé si j'investirais. Vas-tu le faire ? Henry secoua la tête. Je lui ai dit de revenir à Indianapolis, d'apprendre le métier depuis la base, comme je l'ai fait, comme tu l'as fait. Il sourit faiblement. Il a raccroché. Mais il a rappelé ce matin, a demandé si l'offre tenait toujours. En bas, je regardais Miguel former 2 nouveaux programmeurs sur notre dernier système. Coleman, en blouse de laboratoire, inspectait des composants avec sa précision habituelle. Sarah esquissait une modification de conception à la main avant de la numériser. L'expérience et l'innovation côte à côte, pas en conflit, pas l'une remplaçant l'autre, mais construisant quelque chose de plus fort ensemble. Tu sais, dit Henry, quand j'ai écrit cette clause d'indemnité, je n'imaginais pas comment ça se déroulerait. Je souris. Moi non plus. Nous restâmes dans un silence confortable, regardant l'entreprise que nous avions aidé à construire continuer de croître. Certaines leçons sont coûteuses, mais celles qui perdurent, qui redessinent votre vision du monde, valent toujours le prix. Si vous avez aimé cette histoire sur la façon dont l'expérience et la persévérance peuvent surpasser l'arrogance, cliquez sur j'aime. Partagez vos pensées dans les commentaires. Ethan pensait qu'il avait affaire à un vieil employé qui se tairait, mais il a choisi le mauvais gars. Abonnez-vous pour plus d'histoires de triomphe intelligents. Merci d'avoir lu.